Dernière ligne droite de regard croisé. J'étais avec vous, Firmete Kouagbo. On parlait bien sûr de la gestion de ces 400 milliards de francs CFA qui sont bien sûr à mobiliser dans les années qui viennent. Mais entre-temps, le chef de l'État a dit dans un tweet que dans la droite ligne des mesures annoncées hier dans son discours à la nation relative à la riposte contre le coronavirus, j'ai décidé, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, d'une remise de peine à 1048 détenus. C'est à saluer quand même. Oui, cette décision, c'est à saluer. C'est pour éviter la propagation, c'est pour stopper la propagation, la contagion. L'après qu'on devrait faire, c'est que le virus là, ne pénètre pas dans les milieux carcéraux. Parce que la concentration à ce niveau est tellement forte que si ça prend une personne, ça peut vite se propager et contaminer les gens. Donc c'est après qu'on va faire ça, là, 1048. Bon, c'est après étude de dossier, cas par cas, qu'on est arrivé là. Mais si on peut encore améliorer là. Et aussi, c'est l'occasion de chercher à rendre productif les détenus en réalité. Dans certains pays, par exemple, quand vous êtes dans des prisons, quand vous allez... Il y en a ça au Togo, non? Oui. Avec un programme de GIZ et autres là. Oui, mais non, c'est-à-dire, on ne va pas vous laisser rester là en prison. Quand il y a des travaux d'intérêt général... La reconversion. Oui, voilà. C'est une manière de vous réinsérer dans la société. Par exemple, je l'ai même une fois proposé. Par exemple, nous avons assez de terres agricoles, dont on peut... Et des gens qui sont en prison pour des travaux d'intérêt général, on peut les sortir de la prison pour des gens qui ont encore 2 ans, 3 ans passés. On les envoie sur le terrain, ils vont travailler, ils purgent comme cela leur peine et après on les libère. Et ils restent là dans les centres de détention, ils ne rapportent rien à l'État, ils coûtent beaucoup plus à l'État. En Allemagne, par exemple, on essaie de fermer aujourd'hui, ou on arrive à fermer beaucoup de prisons. En Suède, c'est la même chose parce que... Il n'y en a plus, hein, il y a plus de... Voilà, regardez, c'est pourquoi. Parce que les gens qui restent en détention, ils coûtent à l'État cher. Ils coûtent tellement cher à l'État. Or, l'État a besoin d'argent pour réinvestir dans l'économie. C'est le moment d'interpeller le gouvernement ou d'appeler le gouvernement à réfléchir un peu plus sur ces situations-là. Ça va aider à désengorger les milieux carcéraux. Maintenant, par rapport... aux 400 millions, c'est de ça, nous parlons 400 milliards. Pas millions, 400 milliards. 400 milliards. Par rapport aux 400 milliards. Vous avez trouvé que ce n'est pas beaucoup? Oui, je trouvais que ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que on a assez d'entreprises dans le pays et à ce moment-ci, le chef de l'État même l'a dit tout à l'heure, pour les jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités. Donc, il va falloir beaucoup d'argent pour pouvoir doper le secteur pour que personne ne soit lésé. Parce que ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est la continuité économique et qu'à l'avenir, qu'on n'ait plus trop de difficultés. Parce que le Togo vient de quelque part, vient de très loin. Mais nous venons de sortir d'une élection présidentielle. Oui, regardez, on a sorti des milliards. Un grand effort, non? Oui, regardez, on a sorti des milliards pour des élections. Ces dernières années, 2018, on a eu organisé les législatives, 2019, les locales, 2020, la présidentielle. Ça nous a coûté 3 élections en moins de 2 ans. Ça nous a coûté des milliards de francs CFA. Des milliards. Alors, on n'a pas encore travaillé pour combler ce vide. En ce moment, nous avons encore besoin d'argent. C'est une manière de demander aux autorités togolaises de réfléchir aux meilleures stratégies économiques pour voir comment on peut travailler dans ces moments de crise-là pour faire ou rehausser l'économie. Parce que je l'ai toujours dit, Bara ne dit pas de continuité économique. L'autre chose que je voudrais ajouter... puisque vous me demandez si les attentes sont comblées. L'autre chose... Non, ça c'est la dernière partie. Oui. On va y revenir dans un instant. Okay. Permettez à ce que je puisse écouter Horus Nonkovi sur la question qui souhaitait revenir sur un point. Oui, je voulais revenir sur un point. C'est que je voulais faire comprendre que... alors, on parle de 400 milliards. Les 400 milliards, c'est une somme qui n'est pas encore acquise. C'est en train d'être mobilisé. Voilà, c'est en train d'être mobilisé, mais nous sommes des États qui sont... C'est vrai qu'on a donné un chiffre de 5% de taux de croissance, mais on est des États qui foncièrement sont endettés. Et généralement, lorsqu'on donne ce genre de chiffres, c'est qu'on se tourne, et d'ailleurs le chef de l'État l'a dit, on se tourne vers des partenaires. Sauf qu'il faut bien comprendre, les partenaires en question, ils sont dans une situation beaucoup plus critique que la nôtre. Ils sont dans une situation tellement critique qu'il a faut même médiatiquement la cacher.
Il y a de cela 1 an, on n'aurait jamais vu Donald Trump demander de l'aide à la Russie. On n'aurait pas vu la République tchèque s'accaparer du stock de la France, des États-Unis s'accaparer de certains envois de la France. On n'aurait pas vu le gouvernement français faire intervenir Cuba sur ses territoires d'outre-mer. C'est ça qu'il s'agit. Donc, les personnes vers lesquelles on se tourne dans l'espoir d'avoir de l'aide sont elles-mêmes en difficulté. Par conséquent, je réinsiste, il s'agit d'une réorganisation de la société afin qu'elle puisse vaincre ce problème-là et avancer de façon pérenne. Par conséquent, je trouve qu'il aurait été pertinent, parce que quand on parle de société, on n'a pas spécifié quel type de société il s'agit. On a parlé de PME, PMI. Des études qui vont être voilà. Mais j'aurais voulu qu'on axe sur la productivité togolaise et qu'on acte sur le consommé togolais, qu'on acte sur le boost de ces sociétés-là qui se sont investies dans l'agriculture, dans l'industrie agroalimentaire togolaise. Pourquoi? Parce que on peut contrôler les stocks, parce que on peut réguler les prix, parce que on peut faire un contrôle qualité, parce que à travers ces 3 paramètres, on peut s'assurer quand même d'une évolution de la nutrition au niveau du Togo. Alors, c'est vrai qu'au Togo, on n'est pas dans une sous-nutrition excessive. Mais par contre, on est malnutri parce que si se nourrir au Togo consiste à avoir dans son plat 90% de produits d'importation, mais c'est qu'il y a un problème. Donc, je pense qu'il y a eu une initiative qui n'était pas mal, mais malheureusement qui, à mon sens, n'a pas été très soutenue, qui était la foire Made in Togo, où j'ai vu des Togolais qui se débattent dans plusieurs secteurs. Il faut apprendre à bras le corps ces secteurs-là, les organiser, les booster, les subventionner, de façon à ce qu'on ait, au-delà de sacs de riz, qu'on ait des produits Made in Togo. Merci Maintenant, beaucoup. Je vais quand même terminer parce que cela me tient à cœur. Oui. C'est l'histoire des masques. C'est l'histoire des masques. Il faut qu'on arrête à un moment, et ce n'est pas spécialement au Togo, mais c'est au niveau de l'Afrique. Il faut qu'on arrête d'intégrer. J'ai écouté un professionnel du domaine qui s'est prononcé, c'était hier, sur ce plateau, qui dit que les étudiants qui sont sur le département de la pharmacie et autres là, à l'université de Lomé, sont mis à profit dans la fabrication des gels hydroalcooliques et bien d'autres. Non, il faut arrêter ça. Non, mais c'est une réalité, il le dit. Non, oui, c'est une réalité. Si vous n'avez pas une preuve, pourquoi vous dites qu'il faut... Non, je vais t'expliquer. Mais vous voulez voir les gens dans la tête. Non, je vais t'expliquer. Je ne dis pas que c'est faux. Oui. Mon problème, il est au niveau de l'échelle. Il faut sortir du système capitalisant. Je vais m'expliquer. Oui. Ça fait des années qu'au niveau des groupements ici au Togo, au niveau des femmes et tout ça, on a des gens qui produisent du Javel. Le Javel, on le vend 25 francs. Si vous faites un gel hydroalcoolique que vous vendez à 1000 francs, 1500 francs, ne croyez pas que la masse va acheter un gel hydroalcoolique à 1000 francs, 1500 francs. Au Togo, c'est pas ces gels. Le Javel, c'est à 25 francs. Non, je parle bien sûr de ces gels qu'on a actuellement sur le marché au Togo. La plupart sont d'import. Oui. Les plupart sont d'import. Mais c'est maintenant que, selon on peut effectivement faire une fabrication de gel hydroalcoolique. Mais au-delà de ça, au Togo, on peut produire notre Javel, on peut produire notre savon, on peut produire notre alcool. Et aussi, à un moment, il faut rentrer de ce truc un peu, je dirais, spécialement africain, où on a intégré qu'il n'y a que la Chine qui peut faire des masques. C'est quel type de masque que l'Africain n'aurait pas... dont l'Africain n'a pas les matériaux, n'a pas l'expertise qui pourrait lui permettre un tant soit peu de les fabriquer ici. Voilà. Il faut qu'on puisse avoir des masques produits au Togo, lavables parce que ils ne sont pas peut-être comblés. On va y revenir. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans un système où on demande aux gens d'acheter 3 ou 5 masques par jour qui vont coûter 300 à 500 francs. Si la personne a 10 personnes chez lui à la maison, il ne peut pas. Merci Oruche. Non, on va passer au dernier thème. Message à la nation. Les attentes ont été comblées. Bon, je ne peux pas dire que les attentes sont comblées parce que quand le président parle, quand le chef de l'État parle
de la consommation. Quand on a la consommation, c'est quoi? C'est que vous avez de l'argent, vous allez consommer. Si la personne n'est pas Il a parlé de la promotion de l'agriculture pour pouvoir faciliter la consommation. Oui, la consommation. Mais moi, je voudrais toujours insister sur la consommation. Parce que et surtout en ce moment-ci, pour faire relever le niveau économique d'un pays, c'est la consommation. La croissance, c'est quoi? C'est quelque chose de très simple pour ceux-là qui nous écoutent. La croissance, c'est quoi? C'est l'investissement et la consommation. Quelqu'un vient, il investit de l'argent, il crée son entreprise et maintenant, il embauche des gens et à la fin du mois, il leur paie leur salaire. Ils ont de l'argent, ils vont dans les boutiques, ils vont dans les supermarchés, ils vont dans les magasins, ils vont dans les marchés pour consommer. C'est ça la consommation. C'est tout ça là qu'on ajoute, qu'on met ensemble, qu'on calcule et qui devient croissance. Et on parle de 5%, tout ça. C'est ça en fait. C'est ça là. C'est de façon très simple. Maintenant, par rapport à la consommation, la consommation, ces derniers temps, la consommation est en train de baisser. Parce que le niveau de vie ou le pouvoir d'achat est en train de baisser considérablement. Il y a un petit problème que le président de la République, ou peut-être au départ, le gouvernement a tenu compte de cela, mais les produits de première nécessité sont en train de coûter cher. Les produits de première nécessité, qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à ça? Les produits de première nécessité sont en train de coûter cher. Sucre, lait, riz, tout ça au monde, ces choses-là sont en train de coûter cher. Ça revient excessivement cher à la population. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout ça. Donc, quand on dit encore que la bonne dame, elle doit rentrer chez elle à 20h du matin. Ouais, la dame là, elle participe beaucoup, elle contribue par rapport à l'économie, elle contribue beaucoup. Mais si on l'empêche d'avoir un peu d'argent, elle fera comment pour aller consommer? Là, je pense qu'il faudrait réfléchir là-dessus. Donc, on vient parler des masses, des cache-nez. Aujourd'hui, en France, c'est là où on voit la limite de l'homme. Si la France peut demander à la Chine de lui produire des masques. Si la France, on dit en France aujourd'hui qu'il y a des produits, des médicaments qui manquent, ça veut dire qu'il faudrait réfléchir. Ici, par exemple, 7 millions d'habitants. On n'a pas besoin d'assez d'argent pour pouvoir produire des cache-nez. Des cache-nez, on peut les produire de façon artisanale. Nous avons des usipans, nous avons des tailleurs, nous avons des couturiers qui peuvent... certains stylistes et tailleurs... Oui, c'est stylistes cousent là. Oui, on peut les aider. C'est une manière aussi indirectement de contribuer à l'économie. On met ensemble, parce qu'ils ont des syndicats de tailleurs, des syndicats de couturiers, on les met ensemble, on leur donne de l'argent, on dit, maintenant, produisez-nous telle quantité de masques, produisez-nous telle quantité de cache-nez, produisez-nous telle quantité de gants. À cela, l'État va faire quoi? L'État va distribuer ça à la population gratuitement dans les localités où les gens n'ont pas d'argent, le pouvoir d'achat n'est pas tellement élevé. On demande aux gens d'aller à la pharmacie ou d'acheter des cache-nez, 3, 4, 5 cache-nez par jour. Ils vont trouver l'argent où? Au moment où le pouvoir d'achat est en train de baisser considérablement. Ce que moi j'aurais voulu de la part du chef de l'État, c'est qu'ils disent le gouvernement va se charger de distribuer des cache-nez gratuitement à la population. À part ça, il faut que l'eau et l'électricité soit gratuite, pas sans aucune condition. Et aussi, dans les villages, dans des localités, il faut qu'il y ait des dispositifs de lavage de mains. Aujourd'hui, il y a des Togolais qui sont en train de produire des dispositifs de lavage de mains qu'on met au niveau de certains bureaux, dans certains services. C'est une bonne chose. Mais dans certaines localités, dans des villages reculés, il faut qu'il y ait des dispositifs de lavage de mains. Il faut que le gouvernement finance. Il faut que dans les 400 milliards qu'on puisse voir ça. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, si les 400 milliards là vont nous être suffisants, il va falloir qu'on mette beaucoup de plus que 400 milliards. Je vais écouter. Et aussi, je vais chuter, comme vous aimez le dire, qui vont consommer. C'est nous en réalité. Ouais. C'est nous. Et on l'a dit tout à l'heure. Au Sénégal, on parle de 184 000 par ménage. Au Togo, combien? Ceux-là qui vont rester à la maison, ceux-là qui vont faire leur petit boulot, les aides-man qui ne vont plus travailler les soirs, dans les nuits profondes, où il y a des gens qui font que les nuits. On va faire comment de cela? Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ah, il ne faut pas, avec cette histoire-là, produire de nouveaux braqueurs. Parce qu'on est en train de libérer des gens. On a libéré aujourd'hui 1048, c'est ça? 1048 détenus. Avec cette situation difficile, ces prisonniers, ces détenus-là vont faire quoi? Ils vont devenir quoi? Dans ce temps de vie si cher. Merci, gardez le fil. Hein. Je vais écouter Auguste Donkovi également sur des points qui ne sont pas peut-être comblés. Non, mais c'est en fait si en complément de ce que... en complément de ce que j'aurais dit, c'est que, par exemple, je répète, comment dirais-je, donner les directives pour la fabrication de masques. Et que les gens puissent les fabriquer eux-mêmes
organiser la fabrication de masques afin que tout le monde puisse faire des masques. Mais ne rentrez pas et n'intégrez pas des stupidités que l'on peut entendre de certaines personnes dans des sphères internationales qui vont vous laisser penser qu'on est trop bête en Afrique, où on a tellement peu d'expertise en Afrique qu'on ne serait pas capable de fabriquer nous-mêmes un certain nombre de matériels. Il y a un ministre si par exemple... Il faut les apprendre à se laver les mains. Vous avez écouté? Bon, moi j'ai entendu pire. Alors moi j'ai entendu, par exemple, je vais donner un exemple. La Guinée, et cela, cette information, elle vient de l'ancienne sous-directrice de l'OMS, la Guinée a réussi à circonscrire et à pister les malades d'Ebola, afin que cela ne se répande pas en Guinée. Mais ces expertises-là, on les a tues, alors que les pays développés n'arrivent pas à le faire. Donc à un moment, il y a un certain nombre de choses, on n'est pas foutu. Il ne faut pas intégrer cette nouvelle qui veut que nous soyons foutus. Des produits antiseptiques, on sait le faire. Des produits qui pourraient un tant soit peu nous protéger, on peut le faire. Une organisation qui nous permette de coordonner convenablement nos milieux de santé, on peut le faire. Réorganiser nos sociétés en s'appuyant sur des choses qui existent, sur des entreprises qui se sont mises en place. On peut le faire. Donc, à un moment, ce que moi j'attends du gouvernement, ce ne sont pas seulement des effets d'annonce. Parce que c'est la première sortie. Hein, j'attends qu'elle puisse... Peut-être que dans 2 semaines, il va encore faire une autre sortie médiatique pour nous informer, nous faire le point de l'avancement de toutes les mesures qui ont été prises. Bon, mais moi j'attends... Juguler la situation de cette crise sanitaire. Oui, mais moi j'attends quand même qu'à un moment, qu'on puisse intégrer de façon stratégique tous les corps de métier, de façon à ce que chacun ait un impact précis sur la nouvelle organisation de la société. L'agriculture, le consommé togolais, la productivité togolaise, l'organisation de notre système sanitaire, on peut le faire. Si par exemple actuellement en tant que Togolais, on se lève et on va dans un système sanitaire et qu'on voit qu'il y a un problème d'entretien, qu'il y a un problème de salubrité, c'est pas l'OMS. On sait produire du javel, on sait produire du savon, on sait produire un certain nombre de consommables et on peut en produire plus. On peut en produire mieux. Merci. Donc, voilà. Je m'arrêterai sur Non, je voudrais... Vous voulez poser une question? Non, allez-y. On est en train de penser, bien sûr, comment peut-être revoir d'autres points qui n'ont pas été bien pris en charge. Dans le discours du chef de l'État. Du chef de l'État. Peut-être que dans 2 semaines, on n'est que le 2. Peut-être d'ici le 14 ou le 15, il va sortir encore pour faire le point de l'avancement et tout ce qui a été fait en matière, bien sûr, du bien-être des Togolais en ce temps de crise sanitaire. Voilà. Vous savez, il y a une question qui me taraude l'esprit. Comment ces malades arrivent à guérir? Nos malades, il y a déjà 17 qui sont déjà guéris. C'est une bonne nouvelle au Togo. 2 décès que nous déplorons. Maintenant, comment on arrive à guérir nos malades? Par approche systémique. Oui. C'est ça le ridicule de l'histoire. Oui. C'est par approche systémique. Non, c'est pas seulement au Togo, hein. Oui, mais c'est ça le ridicule de l'histoire. C'est-à-dire, c'est par approche systémique. Par exemple, ça c'est la première question. La deuxième question, par exemple, quand on voit Donald Trump, il avait parlé de chloroquine. Emmanuel Macron aussi avait signé un décret autorisant l'administration de la chloroquine aux malades. Maintenant, comment on arrive à guérir nos malades? Il me semble que le professeur Ledouin de la faculté des sciences de l'université avait un peu fleuré le sujet, mais jusqu'à présent, on ne sait pas. Mais on aurait souhaité que dans les discours du chef de l'État, qu'ils disent aujourd'hui, lui aussi, il a autorisé peut-être l'administration de tel produit-là, et c'est comme ça, avec ça, là, ils sont en train d'avoir tel résultat. J'avais eu le culot de poser la question au directeur de la pharmacie nationale du Togo, à la directrice du CAMEG, et puis celui qui s'occupe des statistiques, monsieur Bewelei, ou bien, qui était sur ce plateau, qui ont reconnu qu'au Togo, on utilise la chloroquine combinée avec de l'azithromycine, quelque chose du genre, pour soigner certains malades. Mais on les suit cas par cas. Pour voir ce qui en est. Parce que peut-être qu'on s'y est guéri avec de la chloroquine et de l'azithromycine, c'est pas peut-être la même chose chez Kofi. Voilà, les corps diffèrent d'un
les organismes diffèrent d'une personne à une autre. Oui. Maintenant, l'autre bille, à ce point, il fallait que le président nous précise au moins quelque chose à ce niveau, en disant que oui, on aurait voulu l'écouter sur ce point. Oui, la chloroquine est autorisée aujourd'hui parce que on est dans le noir total. On ne sait pas comment ça se passe. On dit 10 personnes guéries, après 7 personnes guéries, comment ça se passe? Il faut un colloque de chercheurs togolais. Voilà. Même l'artémisia. Voilà. L'artémisia, c'est une plante. Il y a des choses que l'on peut exploiter au niveau local. Voilà. Actuellement, c'est le Bénin qui fait la périvirine. Voilà. Et aussi, ça vient du Bénin. la périvirine. La apirivine, c'est ça? Oui, apirivine. Oui. Apirivine. Qu'on a essayé au Bénin, au Burkina Faso, et dont on dit que ça marche. Est-ce que les autorités togolaises... C'est un essai d'abord. Oui, c'est un essai. Non, il ça déjà guéri des personnes. Le professeur Valentin Agon qui s'est prononcé sur la question quand un de nos confrères de la sous-région lui a posé la question. Il dit au Burkina, c'est un essai, on l'utilise. Comme la chloroquine. Comme la chloroquine. Ça a déjà guéri une dizaine de personnes au Burkina Faso. Oui. Maintenant, est-ce que les autorités togolaises, nous sommes en train de chercher à savoir si c'est vrai. Maintenant, on dit par exemple, c'est comme il y a même retour de stock au Bénin, on dit par exemple au départ, c'était 2500, maintenant dans les pharmacies, c'est à plus de 12 000. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de faire ces enquêtes-là. Qu'est-ce que les autorités togolaises ont pris comme mesure pour entrer en contact avec Vincent Agon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Valentin Agon. Est-ce qu'ils ont cherché à avoir ce contact et à entrer en contact avec lui? Qu'est-ce que les autorités togolaises disent par rapport à périvirine du moment où cela est en train de faire du bien au Burkina Faso et au Bénin? Mais sur ce point-là, aujourd'hui, les dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à ce chercheur, à cet homme de science, de la science du Bénin? Où en sont les recherches des experts africains? Aujourd'hui, par exemple, les dirigeants africains pourraient chercher à rencontrer cet homme-là, à investir. Si cela est bien productif, apporte des résultats concluants, on pourrait chercher à investir dans ce domaine-là pour que ça puisse guérir un certain nombre de personnes. Maintenant, il y a quelque chose que les gens ne voient pas. Quand vous voyez les Occidentaux, ils prédisent des millions de morts, des dizaines de millions de morts pour l'Afrique. Si on arrive à capitaliser sur apirivine et à investir dans des recherches, je pense qu'on pourrait éviter le pire dont l'OMS, le pire dont le secrétaire général des Nations Unies est en train de parler. Il va falloir qu'on investisse beaucoup dans nos recherches pour éviter le pire à l'avenir. L'important, c'est quoi? C'est d'arriver à circonscrire le mal, à arrêter la chaîne de propagation. Et je pense que c'est en cela qu'on pourrait venir à bout de ce virus. Merci beaucoup. Pour vous, le chef de l'État togolais doit essayer de voir également avec ceux de la médecine traditionnelle pour voir s'il y a des voies et moyens qu'on peut utiliser pour soigner nos compatriotes qui sont malades actuellement. Alors, je me méfie un peu du terme médecine traditionnelle. Il faut un collège d'experts qui allie les spécialistes modernes avec des spécialistes de médecine traditionnelle. Parce que le problème avec le terme médecine traditionnelle, c'est qu'il est stigmatisé. Tout le monde imagine que c'est un féticheur avec des gris-gris, tout ça, alors que non. Il existe des experts qui ont fait des recherches sur des plantes. Il existe des plantes que l'on a localement qui traitent avant la colonisation, dont l'expertise est connue de tous, dont l'expertise est même connue des médecins. Que l'on utilise que l'on utilise en cachette lorsque on trouve que c'est trop humiliant de montrer qu'on n'utilise pas le produit d'importation. Donc il y a une expertise locale qui existe et je pense qu'il est important de faire des recherches sur cette expertise locale. Pourquoi? Parce que on a commencé d'abord avec coronavirus. Après, on nous a dit non, c'est la spécificité de ce coronavirus et qui s'appelle Covid-19. Après, on nous a dit les symptômes de ce virus, c'est des symptômes qui singent ceux de la grippe. Après, on s'est dit, ah non. On nous a dit non, c'est pas exactement ceux de la grippe, que ça singe un peu ceux du palu. Après, on nous a dit non, c'est pas exactement ça, qu'il y a même des symptômes de diarrhée, de trucs. Actuellement, c'est plus ça. Actuellement, on nous dit les symptômes, c'est que tu pourrais avoir la perte de goût et la perte d'odorat. Donc, ça veut dire qu'à un moment, ceux mêmes qui nous informent ont des problèmes au niveau de l'information et de l'expertise. Ça veut dire que, en dehors des informations qui nous parviennent d'eux, il faut que nous développions notre propre expertise et nos propres statistiques. Par conséquent, le plus gros défi qui va se poser au niveau du Togo et au niveau de l'Afrique, c'est un problème d'organisation. Les gens
peuvent effectivement mourir de cette maladie, mais le plus de victimes se situera au niveau de l'incapacité pour nous de nous organiser et de nous projeter dans l'avenir. Parce que ce n'est pas que l'on manque de substances. On a l'artémisia, des gens ont parlé du Nimon, d'autres ont parlé du Noni, d'autres ont... Et comme je le disais, la première approche quant à cette maladie était une approche systémique, c'est-à-dire renforcement du système immunitaire et traitement par symptômes. C'est la raison pour laquelle même quand on parle de chloroquine et d'azithromycine, la chloroquine, c'est surtout pour l'état viral et l'azithromycine, c'est pour les infections qu'ils pourraient avoir de façon pulmonaire. Donc, donc l'approche à la base, elle est systémique. C'est pour ça qu'on a des gens qui ont guéri. Après, c'est compliqué pour qu'on nous dise ouais, comment ils ont guéri. Le système immunitaire en Afrique, on sait le renforcer de façon traditionnelle. Ça passe par la consommation de nos mets. Parce que nous avons une spécificité en Afrique, c'est que la plupart de nos mets sont aussi reversés en phytothérapie. Et comme en phytothérapie, au cours du siècle, très souvent, on a oublié la posologie. La posologie, elle a été conservée à travers nos mets. Si par exemple, je vous dis, il faut que vous preniez, je sais pas, une dizaine de moringa, malheureusement, les gens vont prendre du moringa matin, midi, soir, jusqu'à flinguer leurs reins. Mais si vous dites aux gens de consommer moringa 1 ou 2 fois par semaine, ils vont consommer de façon normale parce qu'ils savent fabriquer la sauce. Maintenant, moringa, pour une petite histoire dont je maîtrise un peu, moi j'ai consommé de moringa depuis le ventre de ma maman jusqu'à grandir. C'est maintenant quand même, moi je vois tout un engouement autour de ce qui se fait. On dit moringa, il faut faire ci, il faut faire savon, il faut faire du thé. Moi j'en ai tellement consommé, fatigué. Et dans mon village, des fois on est tenté de donner ça aux chiens, ils mangent. Vous voyez un peu. Mais le malheur de ça, des éléments nutritifs. Le malheur, on consomme seulement. Mais justement, c'est ça qui est dramatique. Alors, je vais vous faire un comparatif. Si vous voulez le matin, quand on prend notre alimentation, quand vous voulez le matin, vous consommez des produits d'import dont vous ne maîtrisez pas la fabrication et qui ne sont pas riches de façon nutritive, qui ne sont pas nutritifs. Mais si vous prenez nos nourritures traditionnelles, vous retrouvez des substances qui sont capables de nous permettre de tenir. Merci beaucoup, Horus Nokovi. En 30 secondes, Firmete Kouagbo, on est déjà à la fin. Hein? Oui, c'est pour demander au gouvernement togolais de faire beaucoup plus. On demanderait au chef de l'État de multiplier ses sorties pour que la population se voit beaucoup plus rassurée et protégée. Et surtout aussi, en matière de communication. Et surtout en matière de communication. Il faut aussi que les populations prennent au sérieux ce qui est en train de se passer pour qu'on puisse briser la chaîne de propagation, la chaîne de contamination. Mais que Dieu nous protège, que Dieu protège le Togo. Messieurs, merci d'être passés. Je serai très ravi de vous revoir très prochainement. Hein. Oui, surtout si vous mettez bien sûr en pratique les gestes barrières pour sauver votre vie et celle des autres. Horus Nokovi, merci d'être passé. Ce fut un plaisir aussi d'avoir ceux qui nous écoutent et je leur demande de veiller sur eux, de veiller sur leurs proches, d'appliquer les mesures et voilà, au niveau du gouvernement, je pense que le défi va être le défi de la réorganisation. Merci beaucoup. Messieurs, prenez grand soin de vous, mesdames. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain.